Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. Sommes-nous en train de basculer dans une nouvelle forme de totalitarisme servi par la technologie et les réseaux sociaux qui asservit nos cerveaux dans l'objectif de nous faire penser d'une certaine manière, de nous convaincre parfois que le réel n'est pas réel, qui nous empêche aussi, en nous saturant de contenus divers, de prendre le temps de réfléchir et qui nous enlève par là même notre liberté. C'est la thèse développée dans un essai aussi sombre qu'incisif qui analyse les mutations à l'œuvre dans les États-Unis de Donald Trump, mais dont les conséquences sont visibles sur chacun de nous, complices involontaires de cet asservissement par l'usage que l'on fait des technologies. Son autrice est avec nous ce soir. Bonsoir Asma Mala, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po et à Polytechnique, essayiste et autrice d'un premier essai, tout d'abord très remarqué, on s'en rappelle, Technopolitique, dont vous développez le thème majeur dans ce nouvel essai qui s'intitule Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors ce thème que vous développiez, le voici, le 21e siècle est celui d'un empire cognitif. Vous parlez d'une alliance entre un État, celui de Donald Trump, et une alliance avec les géants de la tech, notamment Elon Musk, Zuckerberg, également le patron de Facebook. Une alliance qui nous fait basculer, dites-vous, dans un nouveau régime carrément totalitaire. Vous n'avez pas peur des mots ? J'ai pas peur des mots parce qu'il faut tout simplement lire leur idéologie, leur texte et voir leur projet. Il suffit simplement de mettre les choses bout à bout. Et pourquoi est-ce que ça peut paraître tout d'un coup un peu grand ou trop gros, ce que je dis ? C'est parce que dans le bruit permanent de l'époque, qu'est-ce qu'on fait tous ? On est accroché à l'anecdote, au commentaire du signal, du plus petit signal, de la micro-échelle. Et ce faisant, on ne voit plus du tout l'image globale qui est en train de se jouer. Or, l'image globale qui se joue, c'est une nouvelle figure politique, un nouveau Léviathan, mais qui a deux têtes pour ce coup-ci, pour notre siècle. Vous avez d'un côté ce que j'ai appelé moi le Big State, c'est-à-dire cet État potentiellement ou pire, empire ou pas, et pire, mais empire ou pas, et qui tient sa puissance par les technologies et par surtout ces géants technologiques. Et l'autre tête, une forme nouvelle de souveraineté privée par ces méga-corporations technologiques. Et derrière, il y a des agendas idéologiques qui sont très clairs et très affirmés. Et d'ailleurs, les agendas idéologiques de certains gourous de la tech, vous avez évoqué Elon Musk, je peux aussi évoquer Peter Thiel, sont beaucoup plus préoccupants que ceux simplement d'un Trump, qui ne serait d'une certaine façon, et c'est un peu aussi ma thèse, que le marchepied vers un nouveau régime politique et en effet techno-totalitaire. En quoi se complètent-ils ces deux phases d'un même pouvoir que c'est une alliance qui est très étonnante parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Ils ne sont pas On l'a vu entre Donald Trump et Elon Musk. Et en même temps, ce qui compte, c'est pas du tout les relations interpersonnelles. Ça, c'est l'anecdote. C'est pas ça que l'histoire retient. Ce que l'histoire va retenir, c'est la nouvelle architecture du pouvoir. Et la nouvelle architecture du pouvoir, celle-ci, elle est convergente en ce sens que vous avez les deux têtes du Léviathan, Big Tech, Big State, qui ont le projet de la puissance américaine, de l'empire américain. Et vous ne comprenez ce qui se passe aujourd'hui dans cette nouvelle alliance que si on lit ça par le prisme de l'empire, des théories de l'empire. Et ça, c'était Paul Kennedy. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez un empire américain qui est plutôt sur le déclin et surtout qui est aujourd'hui complètement challengé par une autre superpuissance, la Chine. Et cette cristallisation géostratégique se joue autour de l'IA, des réseaux sociaux, donc en fait de la guerre des perceptions, de la guerre des récits, mais aussi des hyper-guerres, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on va appeler les révolutions dans les affaires militaires par l'intelligence artificielle militaire. Et donc vous comprenez bien qu'une fois qu'on a dit ça, toutes les décisions, tous les discours, toutes les prises de position de Trump, mais aussi de Biden avant lui, mais aussi de Obama encore avant. C'est d'ailleurs sous Obama qu'on va voir la stratégie pivot vers le Pacifique. On comprend bien qu'en fait les États-Unis sont en train de jouer quelque chose de supérieur à simplement les disputes entre deux égaux. Alors vous dites que dans ce monde qu'on est en train déjà de vivre, même si beaucoup de gens n'en ont pas conscience, nos esprits sont reconfigurés, vous dites même programmés, tous programmés. Là aussi c'est un peu fort ou... On peut vraiment le démontrer, c'est très très facile. Hein. Je sais, j'utilise des mots, mais pour simplement nommer le réel. D'ailleurs, le titre Cyberpunk, il n'est pas du tout dû au hasard. C'est parce qu'en fait, vous avez eu toute cette littérature de la fin des années 70-80. C'est un courant littéraire. Hein. C'est un courant de science-fiction, mais qui est en rupture et qui partait du réel, hein, vraiment, de ce qu'on... Dont les auteurs vivent déjà ce qu'ils sont en train de décrire. Et qui sont d'ailleurs souvent encore vivants. Et
Et l'un des grands auteurs de ce courant s'appelle William Gibson, et au début des années 90, il va dire le futur est déjà là. Et c'est ça en fait qui va commencer qui va être un des premiers signes de l'écriture de Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Le futur est déjà là. Simplement le problème, c'est qu'on est tellement court-circuité, en saturation cognitive permanente, et surtout on a tellement cette peur de l'effondrement, de cette fin de système, de cette hyper-normalisation en fait, qu'on fait semblant de croire que tout va bien ou que tout continue d'aller un peu comme avant, là où en réalité on est en train de basculer. Et donc le futur est déjà là, c'est aussi de dire la dystopie est devenue notre réalité, encore faut-il la nommer. Et tout à l'heure vous parlez de l'empire cognitif. Je vais vraiment vous donner les 3 technologies totales, pour ne pas dire totalitaires, qu'on a déjà dans notre poche ou dans notre quotidien. La première, disons que c'est une totalisation attentionnelle. C'est-à-dire que vous avez un smartphone. Donc une saturation avec les contenus. Captation attentionnelle. C'est toutes les super apps. C'est tout ce temps qu'on passe à tourner en rond autour de 5 applications. Et ça, Philip K. Dick, un autre auteur précurseur du mouvement cyberpunk, expliquait qu'en fait, quand vous entrez dans ces outils-là, ce n'est pas une ouverture sur le monde. Il n'y a plus de dehors. Vous entrez, vous pénétrez dans l'univers psychique des architectes de ces technologies-là. Or, quand ces architectes s'appellent Zuckerberg, Musk, Altman, on comprend bien qu'il y a une idéologie d'abord personnelle, anti-démocratie, libertarienne, anti-État, très élitiste. C'est un peu leur liberté contre la nôtre, d'une certaine façon. Donc ça formate notre pensée, notre manière de voir les choses. L'IA générative ChatGPT, aujourd'hui, pose une question philosophique majeure, qui est celle de se demander ce qu'est penser. Qu'est-ce que penser aujourd'hui, si au moindre doute, on va prompter et qu'on reçoit une information pré-mâchée. Ça disrupte l'acte même philosophique, donc de citoyen, de penser. Et donc c'est ça que ça veut dire. Et enfin, la dernière catégorie de technologie totale, ce sont évidemment les technologies biométriques, la reconnaissance faciale, l'iris, etc., sur lesquelles ils travaillent, à peu près les mêmes acteurs ou d'autres. Et donc là, vous avez une captation de l'identité même de ce que vous êtes. Quand on vous lit, quand on vous écoute, on pense beaucoup à 1984 de George Orwell. C'est logique, c'est voulu. C'est absolument logique. C'est logique d'abord du point de vue du style, parce que si on remonte encore d'un cran, les précurseurs, les grands-pères, on va dire, de cyberpunk, c'était Orwell ou Huxley, donc les premières dystopies. Et puis surtout, je vais vous donner des exemples très concrets pour qu'on comprenne. Quand Donald Trump, il y a quelques mois de ça, Donald Trump a lancé parmi tant d'autres slogans, tant d'autres outrances, a lancé cette idée de la paix par la force, qui a été repris d'ailleurs par Netanyahou en Israël pour justifier ce qui se passe à Gaza. Bon, que disait Orwell dans 1984, dans sa novlangue? Il disait « la guerre, c'est la paix ». Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça ne fait pas écho systématiquement? Et ce qui est absolument incroyable dans le mode de gouvernement de Trump, c'est vraiment la notion de l'emprise psychopolitique. C'est-à-dire que, en fait, vous avez toujours une emprise qui dit tout, avance néanmoins sans bruit. Et c'est ça qui sans bruit, mais c'est ça qui nous aveugle et nous empêche justement de réaliser ce qui est en train de se passer. Le mode de gouvernement de Trump fonctionne sur 3, si je devais les schématiser, sur 3 grands leviers psychologique, collectif, et que vous pouvez appliquer en termes de politique intérieure, mais en termes géopolitiques de la même façon. La première, c'est la saturation cognitive. Il matraque de contenu non-stop, tout le temps, d'images, de vidéos. Rappelez-vous, Trump Riviera, Trump Gaza, etc. Donc c'est en fait non-stop. Donc ça, c'est le premier matraquage. Quand on vous matraque, il a compris quelque chose, Trump. C'est qu'il gagnerait la guerre de la perception et des perceptions. Tout à l'heure, vous parliez de guerre hybride. Ça en fait partie. Par en fait la saturation cognitive. C'est-à-dire que la réalité devient tout d'un coup un flux parmi d'autres. Et ce faisant, la narration que lui va faire du réel prévaut, puisque c'est lui qui sature par les mégaphones des réseaux sociaux qui sont un peu à sa botte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est le système de la double pensée. Il va donner, un peu comme Orwell, 2 vérités incompatibles dans la même phrase. La guerre, c'est la paix par la force. Et donc, si vous n'adhérez pas, vous êtes donc un ennemi, la brebis galeuse, etc. Vous finissez par douter de vous-même. Et puis, enfin, c'est la double contrainte. C'est la double contrainte permanente. Dans le cas de Trump, c'est très intéressant parce que vous avez plein de choix possibles. C'est pas qu'il n'y a pas de choix. C'est là où la perversion ou la toxicité existe. Mais que quel que soit le choix que vous avez, vous êtes piégé. Je vous donne un exemple très concret. Cet été, il y a eu le sommet en Alaska entre Poutine et Trump pour parler, soi-disant, de l'Ukraine. 2 jours plus tard, vont se précipiter dans le bureau ovale et à la Maison-Blanche quelques leaders européens, 7, plus l'OTAN.
plus van der Leyen, donc 6 plus 2. Et c'est très intéressant cette séquence, parce que le double bind, la double contrainte diplomatique, elle est là. Si vous êtes leader européen et que vous allez à Washington, vous envoyez le signal, et d'ailleurs c'est ce que va faire Trump, et il va l'instrumentaliser comme ça sur ses réseaux sociaux, vous êtes vassalisé. Vous êtes infantilisé, vous êtes humilié. Si vous n'y allez pas, vous perdez votre place dans le jeu diplomatique. En fait, la double contrainte, c'est que vous avez le choix d'y aller ou de ne pas y aller, mais dans les deux cas, vous avez perdu. Et alors, votre réflexion et votre livre traitent principalement des États-Unis et de Donald Trump, qui sont donc le laboratoire de ce changement. Mais ce changement est en réalité à l'œuvre partout. Et on est nous-mêmes complices involontaires de cet asservissement que vous avez, de cette vassalisation que vous avez décrit. Parce que ça se joue à plusieurs échelles, mais sur toutes les échelles. La première, pourquoi les États-Unis sont aujourd'hui notre affaire ? C'est l'affaire des Européens, c'est l'affaire du monde entier, c'est l'affaire de l'Afrique, c'est l'affaire de tous. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la première puissance mondiale et qu'on est en pleine réflexion sur cet empire qui est en train d'essayer d'optimiser ses coûts. Toutes les discussions sur les coûts sécuritaires, l'OTAN, etc. participent de cette notion d'empire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand Trump arrive au pouvoir, en février, rappelez-vous, 2025, vous allez avoir le discours de J.D. Vance à Munich quand même, qui lance la guerre culturelle et la bataille idéologique contre l'Europe. Donc, on est aujourd'hui en front line, en première ligne de cette guerre idéologique avec une nouvelle internationale, disons néo-réactionnaire. Et on l'a vu quand ? Il y a quelques semaines, la semaine dernière, à Londres, quand vous avez eu ces manifestations. Et qui on va retrouver là ? Des leaders Après, européens. donc l'assassinat de Charlie Kirk. Où Musk va appeler à la violence d'ailleurs, enfin, à prendre fait et cause. Et justement, ça c'est un bon exemple de ce que vous appelez la construction de nouveaux récits, de cette nouvelle réalité dont beaucoup de nous n'ont pas conscience à nouveau. N'ont pas conscience parce que précisément c'est du récit et qu'il est absolument invasif et partout. Et ce qui est intéressant, c'est en fait Trump. J'ai presque envie de vous dire, c'est pas une crise du politique. Ce serait vraiment de courte vue de ne penser que ce ne serait qu'une crise du politique, c'est une crise du réel. C'est-à-dire qu'il part d'un fait brut, l'assassinat d'un militant ou d'un activiste mais qui prend place quand même dans un contexte politique de démocratie faible. Très affaibli, enfin plus qu'affaibli, c'est-à-dire dévitalisé littéralement. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il part d'un fait brut, l'assassinat condamnable, absolument condamnable, d'un activiste américain, et il en fait en fait la rhétorique de l'ennemi intérieur, dans une liturgie religieuse évangéliste majeure, avec la thématique de l'apocalypse. Donc ça devient le nouveau régime de vérité, qui devient donc le nouveau régime de réalité. Et derrière, il est amplifié par les technologies de masse, X, Instagram, et tous les réseaux sociaux qui donc deviennent et propagent ces informations-là. Et des technologies qui polarisent aussi de plus en plus la société, ce qui sert ce régime. Et qui sert absolument ce régime. C'est très intéressant parce qu'au XXe siècle, autrefois, j'ai presque envie de vous dire, on disait diviser pour mieux régner. Et là, c'est designer les interfaces pour mieux régner. Les algorithmes. Bien sûr. Dans le cadre de notre discussion du jour, alors c'est une tradition dans Au cœur de l'info, je demande toujours à mes invités de choisir une image d'archive pour éclairer un petit peu notre propos. Et à ma surprise, vous avez choisi alors 2 photos qu'on va voir. Donc tout d'abord, une de David Bowie. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et une autre qu'on verra apparaître dans quelques instants de Romain Gary. Pourquoi est-ce que des propos qu'ils ont pu tenir sont importants pour vous ? Alors déjà parce que je suis une fan inconditionnelle et qui sont très, très marquants dans mon travail, dans ma réflexion. Ça, c'est la première chose. David Bowie, parce que déjà, ce qu'il incarnait, c'était quelqu'un de absolument hybride. Et donc, on est dans l'ère hybride. Tout est complètement hybridé. Donc, déjà, ce qu'il incarnait. Et puis surtout, en 99, il va donner une interview vidéo qu'on retrouve un peu partout d'ailleurs, où il explique en fait de façon très prémonitoire ce que va être notre époque. Et donc, le journaliste qui est complètement, lui, encore dans les années 90 du siècle passé, lui posait des questions sur les nouvelles communications, etc. Et lui présageait déjà, parce qu'on avait les prémices d'Internet à ce moment-là, présageait déjà tout ce qu'on allait vivre, c'est-à-dire la polarisation, le côté aussi cyborg, l'hybridation de l'homme-machine. Il parlait, lui, d'alien. L'impact de cette technologie sur la société. Sur la société et sur la communication. Et donc, la fusion entre le message et le messager. Et c'était très intéressant parce qu'il avait compris tout ce qu'on était en train de, tout ce qu'on allait vivre avec la question des réseaux sociaux, et Romain Gary, parce qu'il va donner une interview qui est absolument, moi, qui avait été absolument orgasmique pour moi, où il disait que la principale force spirituelle de notre temps, l'hypermodernité, était la connerie, et il avait raison.
Dans ce contexte assez sombre que vous décrivez, évidemment, la liberté d'expression sont menacées. Est-ce que pour vous, les États-Unis, dans ce contexte que vous avez décrit dans votre essai, c'est toujours une démocratie? C'est un simulacre de démocratie. Voilà, c'est une démocratie en fait, le cadre, il y a le fond et la forme. Donc le cadre est démocratie. Ça s'appelle démocratie. À l'intérieur, ce qui s'y passe, c'est tout sauf une démocratie. Aujourd'hui, vous avez une instrumentalisation de l'appareil judiciaire. On est même en train d'entrer dans une espèce de post-légalité avec Trump. Vous avez des médias qui sont complètement avec des procès bâillons, avec la rhétorique quand même de l'ennemi intérieur. On n'y passe pas assez de temps. Mais ça, c'était Carl Schmitt quand même. Hein. L'ennemi intérieur, le jeu contre nous, vous, etc. Donc, le bouc émissaire, la chasse aux étrangers, enfin, il y a l'homogénéisation de la population américaine. Enfin, ça, c'est pas du tout de la démocratie illibérale. Ça, c'est des codes fascistes. Mais simplement... Vous parlez d'un fascisme hybride, hein, d'ailleurs. Hybride et simulacre, dans le sens où il montre en creux à quel point nos démocraties sont fragiles et sont dévitalisées et ne sont plus qu'en fait elles-mêmes que du spectacle de démocratie. Et d'ailleurs, c'est pas Trump qui va affaiblir la démocratie en premier lieu. C'est la dictature du flux. C'est le flux permanent qui empêche finalement, au fond, de se retrouver, de discuter de façon apaisée. Et de prendre du recul. Mais bien sûr, et en fait, tout à l'heure, vous me demandiez concrètement pour nous, ce qui est dans notre poche, le smartphone. Mais quand vous êtes bombardé de notifications, du matin au soir, et que vous avez l'impression que tout vous dépasse, que le monde vous dépasse, vous avez non seulement le récit de l'impuissance qu'il faut absolument déconstruire, parce qu'en fait, on a du pouvoir. On n'est pas obligé d'être matraqué du matin au soir de leurs outrances. Ce n'est pas une fatalité. Alors, ce n'est pas une fatalité. Comment s'opposer, disons, à ce nouveau totalitarisme? Vous donnez à la fin du livre une sorte de manuel que vous appelez un manuel de survie cognitive pour échapper à tout cela et recouvrer pleinement notre liberté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait plein de choses. À la fin, il y a 13 petits exercices pour l'esprit libre. D'abord, il y a dire non, refuser. Et vous savez, il y a toute cette idéologie du développement personnel qui vous expliquait qu'il fallait jamais dire non parce qu'au risque de blesser les gens, etc. Donc en fait, on a complètement anesthésié les gens. Dire non, refuser, être indigné, être révolté. Couper les technologies. Ça, c'est... Pas forcément, parce qu'elles sont systémiques. Elles ne sont pas des outils ludiques, elles sont systèmes. Si je vous coupe aujourd'hui de Gmail, d'Outlook et de vos téléphones, vous ne pouvez plus opérer dans la société. Non, mais le faire en conscience, comprendre les agendas et avoir la mesure. C'est la question du milieu, de la mesure, de la nuance. Le temps que on ait une nouvelle classe politique enfin efficace qui nous travaille, nos vraies souverainetés industrielles. Mais tant que nous n'avons pas cette prochaine génération politique, oui, il va bien falloir que nous, on se prenne en charge. Et puis surtout, le réel, les corps, l'amour, les cafés, la rue, c'est fondamental. On ne va pas changer le monde derrière nos écrans, c'est impossible. Et merci beaucoup, Asma Mala, de nous avoir rappelé ces évidences. Merci d'avoir répondu à mes questions ce soir sur France 24. Et je rappelle le titre de votre dernier essai, Cyberpunk, le nouveau système totalitaire aux éditions du Seuil. Cet entretien est à revoir sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point sur l'actualité dans quelques instants.